Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, travailler après 70 ans, chance ou contrainte, c'est le sujet que nous allons aborder avec nos invités de la semaine. Avec moi pour parler de ce sujet passionnant, le docteur De Jager. Bonjour. Bonjour à vous, Alexandre. Alexandre Hamp, vous êtes directeur associé de Valhumaine. Vous travaillez donc dans les entreprises et puis surtout sur la partie management de transition. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Talent et Carrière. Docteur, je vais commencer par vous. Nous vivons vraiment une période assez impressionnante en ce moment, puisque la longévité est un sujet d'actualité. On parle d'une prolongation de la vie pour toute personne aujourd'hui. Est-ce que c'est une vie déjà en bonne santé, ou est-ce que c'est déjà une prolongation de la vie, mais pas spécialement en bonne santé? Comment on peut imaginer aujourd'hui cette vie qui se prolonge? Alors en fait, les gens voient le terme de longévité ou le concept de longévité très différemment en fonction de leurs origines ou de leur culture. Souvent, au départ, il y a 25-30 ans, quand on parlait de longévité, les gens se référaient à Jeanne Calment et se disaient « Oh là, ça ne m'intéresse pas de vivre dans cette longévité-là ouais. ». Et aujourd'hui, longévité, en fait, rime avec bonne santé le plus longtemps possible. Donc, ça implique une prise en charge, ça implique une santé, ça implique d'aller au-delà des limites connues de l'être humain. Donc, on est dans des concepts qui sont vraiment révolutionnaires. Mais on y est. Okay. La chose qui est intéressante, c'est qu'on y est. Et c'est ce qui est passionnant dans les années que nous connaissons, c'est que nous avons maintenant tous les moyens techniques de diagnostic, de prise en charge, pour justement faire que ce qui pouvait paraître être un rêve devienne une réalité pour ceux qui le désirent. Ce matin, je faisais une conférence à des collègues médecins qui venaient de toute la France, et je montrais la première page la page de garde, en fait, du magazine du MIT de 2019. Okay. Et là-dessus, il était noté que l'âge est un concept ancien, que l'on peut vivre très longtemps, à condition de le vouloir. Intéressant. Et ça, c'est la notion importante, parce qu'il n'y a pas d'automatisme. Jusqu'à présent, la longévité a monté notre espérance de vie, parce que, en fait, ce n'est pas la longévité, c'est la notion d'espérance de vie. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Et qui a augmenté, mais pour les gens relativement passivement. Ils ne se sont pas posé la question de comment faire pour augmenter mon espérance de vie. Ils ont bénéficié des progrès de la médecine, des progrès de tout ce qui du recul de tout ce qui est maladie infantile, etc. Et puis des progrès diagnostiques et thérapeutiques sur tout ce qui est maladie chronique. Et du coup, on a une augmentation de cette espérance de vie avec un bémol. Parce qu'il y a une deuxième notion derrière qu'on oublie trop souvent, c'est l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, qui, elle, montre un décalage quand même. Ah, voilà, c'est ce qu'on va un petit peu regarder. Alexandre, vous parlez de la longévité comme étant un avantage stratégique. Pourquoi est-ce que les entreprises ont-elles encore du mal à le voir, cet avantage ? Alors, est-ce qu'elles ont du mal à le voir ? Je pense que c'est en train de gentiment s'installer, quand même. L'avantage stratégique, c'est l'expérience, puisque effectivement, on parle de longévité ou d'espérance de vie rallongée d'un point de vue santé, physique, mentale. Donc, on a quand même des capacités de travailler, ou en tout cas d'avoir des activités sur des périodes plus longues qu'avant, potentiellement. Mais c'est vrai que se pose la question un peu des générations. Donc, pour prendre les seniors, comme on les appelle, puisqu'on parle des plus de 50 ans, en tout cas si la durée de travail se rallonge, ce qu'ils amènent avant tout, c'est justement cette expérience, quel que soit le domaine d'activité. D'ailleurs, nous, dans le cadre du management de transition chez Valhumaine, on voit plutôt des cadres dirigeants ou du middle management, mais on pourrait avoir la même réflexion sur les métiers d'art où il faut transmettre. Et c'est justement cette opportunité, c'est ça, c'est que ça nous donne l'occasion de pouvoir transmettre sur une période un peu plus longue
Et les entreprises aujourd'hui, c'est une vraie question. Hein. On est à un moment, en tout cas en France, mais dans le monde entier aussi avec l'arrivée de l'IA, mais particulièrement en France, je pense qu'on est à un moment charnière où il va falloir réinventer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, cette capacité d'aller chercher l'expérience chez les seniors, toutes les entreprises vont quand même, a priori, en voir le bienfait. Et j'espère pour la société, en tout cas, que ce sera le cas. Docteur, justement, est-ce qu'avec l'âge, on gère mieux le stress, les imprévus? Est-ce qu'on est plus mûr face à l'incertitude? Est-ce que ça, c'est... Bien au contraire. Ah non, bien au contraire. Non, on est plus fragile. On se dit toujours qu'en prenant de l'âge, on va être capable de cloisonner, de dire tiens, ça c'est pas grave, etc. Je passe à quelque chose d'essentiel. Et en fait, pas du tout. On va se laisser envahir des fois par de tout petits trucs, et bien malgré soi. Hein. Donc c'est très compliqué. Le stress est de plus en plus difficile à manager avec l'âge. Mais il y a plein d'autres choses, parce qu'il y a une opposition en fait. On parle d'expérience, mais nous on voit par exemple les cadres dirigeants ou les dirigeants d'entreprise après 50 ans, ils n'ont plus la même capacité de travail. Ils ont une expérience qui leur permet quelque part de se maintenir face à la diminution de leur capacité. Je donne un exemple tout bête. Le tennis. Moi, quand je jouais au tennis à 20 ans, je courais sur toutes les balles, même les balles que je savais être perdues. J'y allais, je ne me posais pas de questions. Et je sortais là vraiment sur les genoux. Gagner ou pas gagner, peu importe, fallait presque me porter. À 50 ans, on gère. On sait que la balle est perdue, on n'y va pas. D'accord ? Et on sort. C'est une gestion de l'énergie. C'est une gestion d'énergie, mais ce n'est pas qu'une question d'énergie, c'est aussi que les capacités des uns et des autres diminuent à des vitesses différentes. C'est-à-dire qu'à 50 ans, vous avez des gens qui ont un âge physiologique de 40 ans, et vous en avez d'autres qui sont à 65. C'est vrai. Et donc, en fait, on parle d'une population, et je pense que vous serez d'accord, on parle d'une population hautement hétérogène. Et quand on veut, et ça c'est notre grand défaut en général dans nos sociétés modernes, on parle toujours de moyenne, de gens qui en fait n'existent pas. C'est vrai. Hein ? Et il faudrait être capable de personnaliser les réponses qu'on cherche à apporter aux uns et aux autres. Et on voit également des gens, alors quand ils sont pris en charge, quand on corrige toutes leurs carences, etc., eh bien, 65, 70... 75 n'est plus le problème. Et on ne parle pas de vieux d'ailleurs, on ne parle pas de seniors, on parle de gens d'expérience. Et ils sont très respectés. Oui, alors justement, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur le principe ? Vous nuancez, j'ai l'impression un petit peu, parce que vous voyez, dans le management de transition, c'est aussi l'un des secteurs où il y a le plus de seniors ou de personnes d'expérience. Et c'est là où vous pouvez voir aussi la pluralité des différents seniors. Comment est-ce que chacun vit son expérience et sa sagesse, on va dire. Comment est-ce que vous vivez ça avec les seniors ? Bon, déjà, je suis d'accord avec vous sur 2 points. C'est que... C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose. Au moins 2. Au moins 2. D'abord, oui, on apprend à gérer, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on va mieux utiliser l'énergie, vous le disiez Alexia, et je pense que dans le cadre du monde du travail, bien utiliser son énergie et son temps, parce que souvent ça va ensemble, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Là, avec l'IA, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ça s'accélère encore x10, donc on n'a pas d'autre choix que de vivre avec son temps et de vivre avec son cadre. Et donc je pense que c'est plutôt un élément positif que de mieux gérer, savoir mieux gérer son énergie et son temps. Après, le deuxième point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on ne peut pas globaliser. Oui, ça c'est vrai. Heureusement... chaque fois, les moyennes viennent un petit peu... fausser un petit peu le débat. Oui, donc c'est vrai que c'est bien de le dire. Et après, pour revenir au management de transition, puisque c'est ce qu'on voit tous les jours, l'avantage du management de transition, c'est qu'on a des personnes qui sont très expérimentées et très opérationnelles tout de suite. Donc en fait, leur capacité, on vient justement les chercher parce qu'elles ont une capacité d'intervention stratégique ou opérationnelle qui est bien meilleure que des personnes qui ont peut-être justement moins d'expérience. Là, on vient chercher spécifiquement l'expérience. Et pour autant, la majorité ont effectivement plus de 45 ans aujourd'hui sur ce marché-là. Donc on voit bien que ça fonctionne.
Par contre, oui, c'est pas tout le monde. Et puis après, chaque métier, chaque environnement, quand on est dans des métiers physiques, je pense que là, même au-delà des capacités, le travail, la difficulté dans le travail fait qu'on ne peut pas non plus avoir une je vais quand même poser une petite parenthèse, parce qu'il y a la question qui fâche, il faut la poser évidemment. On a bien entendu écouter on va dire la colère des Français, pardon, la colère des Français par rapport au temps de retraite qui se prolonge, même d'ailleurs partout en Europe, le temps du départ à la retraite qui est de plus en plus tardif. Est-ce que justement, ce n'est pas justifié avec ce prolongement de la vie qui est de plus en plus sain, on va dire, où les seniors sont de plus en plus en forme, est-ce que finalement, est-ce que le temps de travail ne va pas se prolonger de plus en plus au-delà de l'aspect financier, de l'État et des retraites, mais juste d'un point de vue physiologique, est-ce que ce ne serait pas légitime de pousser le départ à la retraite à, je ne sais pas, 65 ans, 70 peut-être un jour ? Alors, en fait, nous, on anime un certain nombre de réflexions. On a un think tank qui travaille là-dessus. Il faut voir les choses pas simplement avec une espérance de vie de plus de 5 ou 10 ans. Il faut se dire, il faut voir beaucoup plus loin et imaginer une autre organisation de la société. Okay. Et actuellement, notre société, elle est basée sur quoi ? Formation, travail, retraite. Ouais. Alors, tout ce qui est retraite, c'est tout de même un retrait de la vie. Et on voit que les gens qui vieillissent bien sont des gens qui restent actifs. Et vous parliez tout à l'heure des métiers d'art, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que les artistes ou les artisans d'art ont une passion qui les anime. Et si vous les empêchez de réaliser cette passion, ils meurent. Donc c'est autre chose, c'est le cerveau qui va permettre d'irriguer l'ensemble du corps. Maintenant, imaginez un autre scénario. Formation, travail, 2-3 ans sabbatiques, mais peut-être à 30 ans, reformation, retravail, etc. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez aller plus loin, faire des formations pour aller encore plus loin dans votre métier, s'il vous plaît. Et l'aspect s'arrête, enfin ces cycles s'arrêtent quand finalement on est en perte d'autonomie. C'est-à-dire quand on n'a réellement plus la capacité de travailler. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles on réfléchit, et vous comprenez bien que du coup, ce débat sur la retraite, que je comprends par ailleurs, parce que... Oui, peut-être qu'elle concerne aussi ces personnes pour qui le travail est laborieux, c'est pas la passion. Là on n'est pas sur des, on n'est pas sur des métiers artistiques passionnés. Ou même certains métiers, il y a des gens qui sont passionnés. Je suis sûr que vous êtes passionné par ce que vous faites. Oui, je le suis aussi. Et vous aussi. Mais vous, on imagine que le temps qui vous reste est beaucoup plus important que le nôtre. Bon, on ne sait pas. Oui, on ne sait jamais, c'est vrai. Mais ceci étant dit, moi, je pourrais être à la retraite depuis un bon moment, ça serait me punir que de me mettre à la retraite. Oui. Donc, j'ai la chance d'exercer le métier que j'aime, avec des gens que j'aime, et moi, j'aime mes patients. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je comprends bien que quand on est sur une chaîne, quand on est dans certaines choses, mais ça va changer, parce que vous avez entendu ce qui se passe avec Amazon. 600 000 jobs. Ah oui, on va en parler. Supprimés. Oui, justement par rapport à l'intelligence artificielle qui, elle, alors on entend partout aussi les géants de la tech, Elon Musk, alors pour pas les citer, que effectivement l'intelligence artificielle va venir remplacer certains emplois au point même qu'on pourra se passer de travailler un jour. Peut-être, c'est dans les prévisions dans le futurisme, mais voilà, la question est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? Comme si on partait à la retraite beaucoup plus tôt maintenant. Ça, c'est encore un sujet. Quelque chose que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la longévité. Il faut noter que Dr Christophe Dejaguer, vous avez écrit le livre « Médecine de la longévité en révolution » et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme. Voilà, 150 ans. On parle d'une autre civilisation. On n'est plus en 2025. Enfin, en tout cas, le monde n'est plus tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que, Alexandre, si on vivait jusqu'à 150 ans, le monde du travail pourrait s'adapter ? Je vais déjà m'empresser de lire le livre juste après la fin de notre émission. Mais est-ce que si on vivait à... Mais je pense que l'humain n'a pas d'autre choix que de s'adapter au contexte et à la situation. Donc, on va pas... On a des milliers d'années derrière nous, des millions d'années même. On est bien obligé d'adapter la société. Et vous l'avez dit, le vrai terme, c'est ça. Il faut adapter la société. Aujourd'hui,
on est à un moment charnière. Pour la première fois déjà en France, pour parler de la France, on a plus de décès que de naissances. En 2025, ça n'est pas arrivé depuis 1945. C'est vrai. C'est pas anodin. Et c'est un problème quelque part. Donc sans rentrer dans ce problème-là, c'est un fait. Donc on est sur une population en France vieillissante. Le deuxième point, c'est effectivement l'IA. On lit tous les jours en ce moment que telle ou telle entreprise va supprimer des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois chez les jeunes. Pas les personnes qui ont de l'expérience, d'ailleurs, chez les jeunes. C'est terrible, je trouve, comme constat. C'est-à-dire qu'on explique aux jeunes aujourd'hui deux choses. La première, les entreprises ne vont plus vous recruter. 2 sur 3 indiquent aujourd'hui qu'elles vont recruter beaucoup moins de jeunes. Je trouve ça absolument terrible pour une société. Et la deuxième chose en plus qu'on leur explique, c'est qu'effectivement, il ne faut plus faire d'études. L'école ne sert plus à rien. Une fois qu'on a son bac, c'est pas la peine d'aller faire des études, puisqu'il faut rentrer concrètement dans une entreprise et aller dans le moule de l'IA qui sera utilisée dans l'entreprise. Bon, je pense que c'est des messages qui sont assez durs pour les jeunes générations. Moi, j'ai des enfants qui ont ces âges-là. Heureusement que je leur explique pas tout à fait la même chose. Et après, je pense que le vrai débat, on peut passer un petit peu de temps dessus, c'est de créer des ponts intergénérationnels. Parce que la société, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont dans la force de l'âge et dans la situation finalement peut-être la plus confortable d'un point de vue professionnel entre 30 et 45 ans. Il y a des jeunes qu'il faut accompagner pour les faire rentrer paisiblement, correctement dans le monde du travail, parce qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de cette jeunesse, et puis surtout, c'est eux, après, qui passent de génération en génération. Donc ce qu'on construit avec les jeunes aujourd'hui, demain et après-demain, c'est eux qui seront dans les générations d'après, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc oui. ça se construit dès maintenant. Et après, on a justement les personnes expérimentées. Et il y a peut-être des vrais ponts intergénérationnels à faire entre ces deux mondes-là. Justement, docteur, dans une équipe, qu'est-ce que chaque génération apporte physiologiquement et cognitivement ? C'est-à-dire au point de vue cérébral, est-ce que justement il y a une différence entre ce cerveau beaucoup plus mûr par rapport à la stratégie et le cerveau plus jeune qui a peut-être une autre vitesse ? C'est exactement ça. Un cerveau jeune va aller très vite. Et moi, je me souviens d'un de mes patients qui dirigeait une société d'informatique. Il l'a vendu entre-temps et il disait « Écoutez, moi, c'est dramatique parce que je recrute en permanence des polytechniciens. Heureusement que je suis le chef, parce que c'est moi qui dis ce que chacun doit faire, mais ça va tellement plus vite. Ouais. » Et ça, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'un cerveau jeune va vite, un cerveau plus âgé va plus lentement, mais tout ça est contrebalancé par la maturité, par l'expérience. Donc forcément, les deux doivent travailler ensemble dans l'intérêt de l'entreprise, mais aussi dans l'intérêt de chacun. Parce que, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime pas le terme de vieux, parce que le terme de vieux est d'une part péjoratif, mais fait référence à une difficulté. On est moins capable de travailler, on va moins vite, on est moins efficace. Et c'est pour ça que certaines entreprises ont cherché juste, et on est plus cher, donc c'est pour ça que certaines entreprises ont à un moment donné cherché à se débarrasser d'un certain nombre de cadres supérieurs. Certaines de ces entreprises se sont mordues les doigts parce que vraiment ils se débarrassaient de l'âme de leur entreprise. Ouais. Mais faire fonctionner tout ça dans un même monde nécessite que chacun respecte chacun. C'est-à-dire que le jeune qui arrive doit respecter son aîné. Pour qu'il respecte son aîné, il faut que l'aîné soit en bonne fonctionnalité, excusez-moi du terme. Oui. Et pareil, l'aîné doit respecter le plus jeune en tant qu'apprenant et l'amener à faire des choses. Maintenant, sur l'intelligence artificielle, j'avoue que je pense que peu de gens se rendent compte aujourd'hui de la révolution que ça va être, mais quand on se dit que 300 000, 600 000, 1 million d'emplois simples, pas d'emplois de gens qui ont un certain niveau et un certain background, là, pour l'instant, si je reprends l'exemple d'Amazon, parce que je vous vois bouger la tête, c'est des emplois de magasiniers qui vont être supprimés. Donc, c'est ces robots qui se déplacent dans les allées, qui vont prendre la place de gens qui le font actuellement. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Alors, d'ici 2060, c'est un chiffre de Bank of America, c'est 3 milliards de robots humanoïdes dopés à l'intelligence artificielle qui seront dans notre quotidien et 65% seront dans nos foyers.
Donc c'est quand même énorme. Je ne sais pas si vous les avez vus, ces robots humanoïdes. Alors il y en a plusieurs. Entre la Chine et les États-Unis, il y a 2 types de robots différents, sachant que la Chine les rend très humains, très réalistes. Ouais. ça va générer encore d'autres sujets et débats sociétaux. Oui, mais justement, attendez, avant on imaginait des robots qui étaient des grosses machines qui font pouf, pouf, pouf. Oui. Là maintenant c'est humanoïde, vous avez des mouvements qui sont parfaitement très fluide, d'ailleurs. On envisage qu'ils vont pouvoir intervenir à domicile pour aider des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc c'est tout un problème d'une révolution dans le monde des soins. Il y a un hôpital qui a été ouvert en Chine en mars 2025. Il n'y a que quelques médecins et quelques chirurgiens. Tout le reste, c'est l'IA. 3000 patients par jour. Pas plus d'erreurs que dans un hôpital qui est chargé d'êtres humains. Là, on est en train de se dire il faut multiplier le nombre de médecins en France parce qu'il y a des déserts médicaux. Peut-être que la solution, elle est dans l'IA. Oui, alors ça c'est vrai que c'en est un autre sujet, c'est vrai qu'on s'est écarté un petit peu du monde du travail, mais c'est vrai, en tout cas ça reste quand même dans le monde du travail, puisque quand il y a pénurie de talents, eh bien l'IA peut aussi combler ces pénuries. Ce qui n'empêche pas que les jeunes se retrouvent aussi entre le manque de motivation de faire des études et encore moins de longues études en médecine et ce monde du travail qui les remplace facilement par l'IA. Donc c'est vrai qu'on est sur une... on avait ce côté intergénérationnel au départ où le jeune venait un petit peu faire comment on appelle ça, le rétro, le fait d'aider les plus âgés, justement les seniors avec des nouvelles technologies et les seniors les aider à leur tour sur l'expérience. On avait beaucoup ça au début, dans les années 2000 et même 2010. Aujourd'hui, ça ne va peut-être plus exister, on ne sait pas trop. Ou peut-être que si, Alexandre ? Non, déjà pour réagir, tout à l'heure, je hochais la tête parce que moi, j'ai rencontré les fondateurs d'une école qui s'appelle Albert School à Paris et qui est justement peut-être la première école qui a vraiment pris le sens de l'importance de l'IA et de la data. Ils sont ouverts il y a quelques années. Moi, je trouve cette école et les fondateurs assez formidables. Et quand je les ai rencontrés, moi, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est l'IA et la data, ça va être la révolution des cols blancs. Voilà. On a vécu des révolutions industrielles, et justement, là, on est à l'ère de la révolution des cols blancs. Donc, c'est ce qui change, c'est qu'en fait, on attaque non pas les ouvriers, enfin des profils type ouvrier Amazon ou logistique, on attaque tous les métiers, en réalité, tous les métiers. Oui, c'est ça. Vous prenez les grands cabinets de conseil, ça a été les premiers à annoncer des dizaines de milliers d'emplois en moins liés à l'arrivée de l'IA. Bon, après, il y a eu des dérives, et puis il y a les annonces qui arrangent aussi. Ouais. Donc, moi, je reste persuadé que on est déjà à l'ère de l'IA, hein. C'est pas demain, ça va très vite. Alors on a du mal à se dire à quel moment on est dedans, mais on y est déjà. Même si à un moment donné, les investissements, je pense il y a une réalité économique qui va un peu réduire un petit peu les choses, mais en tout cas pour l'instant, ça continue d'accélérer. On a déjà vécu aussi l'ère de la digitalisation, c'est la même chose, hein. Quand le digital a commencé à rentrer un petit peu partout, on s'est quand même posé beaucoup de questions sur ce qu'on appelait à l'époque les entreprises brick and mortar, qui n'étaient pas digitalisées, en se disant mais alors ça va tuer ces entreprises, qu'est-ce qui va se passer ? Non. Ça a tué quelques métiers quand même. Non, ça a inventé des nouveaux métiers. Ça a inventé des nouveaux métiers. Donc en fait, les métiers qui vont arriver demain, parce que l'IA est maintenant implantée ou sera implantée partout, on ne les connaît pas encore. Il y a probablement 50% des métiers qu'on ne connaît pas encore et qui vont arriver dans les 10 ans. Bon, en fait, on va juste, pour clôturer cette partie IA, parce qu'on va reparler de longévité, il y a quand même une différence, parce que c'est vrai que tout le monde dit ça va créer de nouveaux métiers, mais tous ceux qui sont licenciés immédiatement ne vont pas toujours être ceux qui vont être sur ces nouveaux métiers créés. Il y a quand même un gap entre la création de nouveaux métiers et ceux qui se font licencier. Donc il y a aussi cette période peut-être de pré-retraite ou d'isolement ou de licenciement qui va être une période un petit peu compliquée. Peut-être que c'est là que le management de transition peut être une solution d'ailleurs, à voir si on ne peut pas utiliser justement toutes ces personnes en transition, ou c'est peut-être l'occasion de refaire une formation, comme vous l'avez dit, pour se reformer sur autre chose. Je voulais revenir sur une partie, puisque on arrive bientôt à 3 minutes, c'est sur la longévité. On parle beaucoup de biohacking aussi aux États-Unis. On parle de tous ces médicaments de bien-être. Déjà, on parle de bien-être en entreprise déjà depuis un certain nombre d'années. On parle de santé mentale, on parle de santé au travail. Est-ce que demain, avec tout ce qui va exister, ce qui existe déjà, mais ce qui est en train de se créer dans les laboratoires, une entreprise pourra proposer à des collaborateurs une sorte de traitement pour prolonger sa vie au travail ?
sa vie tout court, mais donc sa vie à l'entreprise. C'est tout le problème de l'ingérence d'une entreprise dans la vie privée, entre guillemets, des gens. Mais je sais que ça se fait déjà aux États-Unis, où on va dire aux gens, bah, écoutez, notre entreprise, bon, déjà vous propose une assurance maladie au cas où il y a un problème, mais va également s'occuper de votre santé. Ce qui a été le cas d'ailleurs pour congeler les ovocytes. Il y a eu des grands groupes dont je ne citerai pas le nom, mais parce que je ne suis pas sûre si c'est Meta ou je crois que c'est effectivement Meta, où ils proposaient de congeler les ovocytes des femmes pour qu'elles puissent prolonger leur temps de carrière et pas être tout de suite dans leur phase justement et prolonger l'arrivée des enfants. Donc ça, c'était déjà une intrusion dans la vie privée. Donc on va continuer cette intrusion quelque part pour la longévité ? Je pense que bon, ça existe déjà. Alors ensuite, ça va s'étendre probablement, plus difficilement en France ou en Europe, ou peut-être que dans 10 ans, ça va devenir un modèle, j'en sais rien. Mais l'entreprise, où on passe tout de même beaucoup de temps, l'entreprise a une responsabilité sur la santé de ses salariés, à mon sens. Elle a une responsabilité par rapport à tout ce qui existait avant, c'était les maladies professionnelles. Il ne fallait pas rendre les salariés malades, mais maintenant l'entreprise peut faire des choses pour que les salariés soient en meilleure forme ou conservent leur forme. Ça peut être à travers des ateliers du genre un peu well-being, on vous masse, etc. Ça peut être mettre à disposition un certain nombre de jeux, mais ça peut également être, on va faire du médical avec vous. Ouais. Et derrière ce médical, vous pouvez avoir effectivement un certain nombre de dosages, de traitements qui vont optimiser vos performances et vous garder dans la meilleure forme possible le plus longtemps possible. Alexandre, il nous reste une dernière minute. Si on devait passer un message à tous ceux qui nous regardent, qui ont plus de 60 ans, voilà, aujourd'hui, est-ce que travailler après 70 ans, oui ou non, est-ce une chance, une opportunité ou une contrainte ? Pour ceux qui le souhaitent, c'est une chance. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément tout le monde. Moi, je pense que le message, c'est inventons la société de demain. Il y a heureusement beaucoup d'énergie après 50, 60, 70 ans. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sinon certaines personnes en meurent, tout simplement. Donc ça devient une question de survie. Et une nouvelle fois, je pense qu'on peut faire un bon mentoring. Merci beaucoup. Et je représente à nouveau donc le livre Médecine de la longévité, une révolution. Merci beaucoup, messieurs, et merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Talent et Carrière. Merci à vous.